Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Armella du blog Conscience Quantique. Bonjour Armella. Bonjour. Alors Armella, tu es illustratrice, conférencière. Tes dessins sont au service tes dessins sont au service de notre mode d'emploi. Tu es en quête, tu t'es mise en quête par le biais d'enquêtes du mode d'emploi de l'humain et, tu nous permets de libérer des blocages et de relier corps et esprit, le tout, s'il vous plaît, en douceur, avec rien de compliqué ou douloureux. Alors, pour ceux qui en doutaient encore, oui, le dessin sert à quelque chose et je trouve vraiment important, ouais, enfin, je trouve vraiment important de mettre en avant des exemples de personnes qui ont mis en œuvre leur passion. Et donc, toi, tu allies développement personnel et dessin, et ça me parle d'autant plus que ce sont deux de mes passions. Donc, vraiment, je trouve ton travail et ton énergie extrêmement, extrêmement inspirants. Et donc, tu réalises des BD. Mm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez vite sur le blog Conscience Quantique, découvrir Allô moi-même, Friandise philosophique et la saga des émotions, enquête et mode d'emploi. Alors, je vous le dis, elles sont utiles pour les grands et pour les petits. J'en parle vraiment en connaissance de cause. Moi, je les utilise pour moi, je les utilise avec mon fils. Ce sont des pépites et c'est vulgarisé, c'est très bien illustré. Donc merci à toi d'avoir initié en plus, parce que je trouve ça vraiment novateur, ce courant du développement personnel illustré. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette courte présentation avant qu'on te découvre en question? Non, très bien. C'est chouette quand quelqu'un me présente, que j'ai pas à le faire. Ouais, je trouvais ça. J'allais pas te demander un quart d'heure de présentation en bloc. Je trouvais ça plus fun aussi de te découvrir par le biais de. Tu vas voir, on va te découvrir par le biais de super-héros, et puis on va parler de développement personnel, et puis dessin. C'est parti. C'est parti. Alors, dès toute petite, je sais que tu dessinais tes personnages de BD préférés. Tu Mhm. confirmes? Oui. C'est Pas que une passion, c'est une passion de longue date, le dessin? oui, de longue date. En fait, on me demande souvent depuis quand je dessine et tout et tout. Mais en fait, tous les enfants dessinent et moi, j'ai juste pas arrêté en fait. Donc, depuis toute petite, j'adorais ça. Et puis, j'avais la chance d'avoir des adultes autour de moi qui valorisaient, qui me disaient: «Oh, dis donc, Ok. elle n'a pas dépassé son coloriage.» Mais, mais c'est bête, mais c'est des petits encouragements comme ça, en fait, qui m'ont permis de continuer. Et alors, je ne sais pas si tu veux que je te fasse déjà l'historique de comment, euh, Euh, mais en fait, c'est depuis toujours. ok, ok, et t'as jamais arrêté. Et du coup, tu dessinais quoi? Et est-ce que tu avais, j'ai regardé ton TEDx de La Rochelle, que tu expliques que tu dessinais tes héros préférés. Est-ce que tu peux nous parler de ces héros et de ce qu'ils représentaient pour toi? Et puis, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que tu as basculé? Ce dont je parle dans le TEDx, en fait, ça c'était des dessins animés. Donc, je raconte que je mettais la télé sur pause et puis je dessinais devant la télé, en fait, mes héros préférés. Et à l'époque, il y avait deux séries que j'adorais. C'était les Chevaliers du Zodiaque et Ranma un demi. J'étais absolument fan. Ça me parle. Années 90. Ouais, Oui, bon, pas Club Dorothée Génération. c'est ça. Et donc, dans les Chevaliers du Zodiaque, tous ou une préférence? J'avais un petit faible pour Shiryu Oui, le dragon. et pour Sean. Avec C'était Sean, lequel? c'est celui qui est en rose.
qui ressemble un peu à une fille qui a Oui. des chaînes, qui Ah, c'est manie les chaînes. Andromède, hein, c'est ça? Ouais. Andromède, ouais. Le signe aussi, je l'aimais bien. Je le trouvais classe. Ça dépendait des chorégraphies qu'ils avaient et tout, parce que ça évolue durant les différentes saisons, mais il y en avait qui étaient trop classe. Je les trouvais beaux. Et puis il y avait tout un côté compréhension des lois de l'univers déjà qui me fascinait. Ils expliquaient, qu'ils comprenaient la structure des atomes, comment la manipuler. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui me fascinait en fait. Ils nous expliquaient ça sur fond de... on voyait la Voie lactée, le cosmos derrière. Ah oui, J'ai je me kiffé. souviens, je comprends. Ok, ok. Ouais, et puis, ouais. Puis je trouvais ça très imaginatif en fait. Ça me faisait vraiment voyager. Et puis il se dépassait. Enfin, il y avait plein de choses qui font que j'aimais cette série. Et puis Ranma à demi, je trouvais ça trop rigolo. Comment? Euh, Ranma à demi, je sais Ah pas non, si je le tu connais connais. pas celui-là. Non. En fait, c'est un garçon qui fait des arts martiaux avec son père. Donc à un moment donné, ils partent en Chine et ils tombent dans des sources d'eau magiques qui font qu'ils se transforment dans la personne ou l'animal qui s'est noyé dans la source. Et donc le garçon, il se transforme en fille, rousse, et son père, il se transforme en panda. Et j'ai adoré parce que c'était vraiment très très drôle. Et puis il y a des arts martiaux. Moi, j'adorais déjà les arts martiaux. Enfin, c'était vraiment très très très, très fun. Puis c'était très beau aussi, je trouvais. Donc j'ai beaucoup appris à dessiner en dessinant Ranma 1,5 avec ma meilleure amie de l'époque, qui est la personne grâce à qui j'ai pas lâché le dessin. En fait, je te dis, j'ai jamais arrêté, mais à un moment donné, j'ai failli arrêter en fait. Parce que j'aurais pu, je pense, genre vers 11 ans, 12, vers 11 ans, j'aurais pu rester quelqu'un qui dessinait bien quand elle était petite et puis pas évoluer. J'étais un peu un palier. Et puis j'ai rencontré du coup ma meilleure amie qui dessinait mais trop, trop bien. Et j'étais là, oh ouais, moi aussi je veux. Et puis du coup, il y avait beaucoup d'émulation comme ça. Hmm. Ça, c'est important. Donc, tu as trouvé une stimulation pour te faire persévérer. Mm. Ok. Et donc, du coup, tes exemples de héros, c'était déjà on sent déjà le lien avec, tu disais, le cosmos, l'univers et les capacités euh, psychologiques, psychiques. J'aime bien ton deuxième exemple, la transformation en l'animal. Et du coup, est-ce qu'il y avait ça c'est moi qui suis curieuse, mais est-ce que du coup on apprenait les capacités d'un animal à chaque épisode? Euh, non, parce qu'en fait, il se transformait toujours dans le même animal. Ah ok, Ce qui, d'accord. ça provoquait des situations cocasses, en fait, où, en fait, quand Ranma était touché par de l'eau froide, il se transformait en fille, Ok, d'accord. où qu'il soit, en fait, même s'il est en cours ou n'importe quoi, et du coup, ça faisait plein de situations cocasses Hmm. assez rigolotes. Et j'aimais bien voir une fille faire des arts martiaux aussi, je pense que c'est ça. Enfin, il y avait plein. Tu en fais toi-même? J'en ai fait pendant 4 ans, j'en fais plus en ce moment. Mais c'était une de mes grandes passions. Je pouvais passer des journées à m'entraîner à ça, des fois, à me demander ce que j'allais faire de ma vie, à Est-ce quoi ça que servait de s'entraîner toutes les journées à faire des arts martiaux. Mais ouais, j'ai une période. et t'as trouvé ce que ça t'apporte? Ben ouais, ça m'apporte. Euh, Ça m'a beaucoup apporté en fait. J'ai rencontré les arts martiaux à un moment donné où je me sentais un peu victime et je voulais sortir de là, je voulais sortir de la peur et tout ça. Et les arts martiaux, c'est super intéressant parce que ça forme le corps et comme le corps et l'esprit sont liés, du coup, ça permet de modifier l'esprit en passant par le corps. Du coup, il y avait plein de choses que j'ai appris comme toute bête en fait, comme de défendre mon espace vital, comme d'aligner mes os pour pouvoir avoir de la force, de faire partir la force du centre, du bassin. Euh, Ça, et et tu t'en sers beaucoup. pardon. On sent que ça t'a donné beaucoup d'enseignements et tu t'en sers dans tes BD justement. Tu prends la métaphore du ninja.
Oui, Non, du maître d'arts martiaux, justement, pour la posture. On sent vraiment cet équilibre corps-esprit qui peut se contrebalancer. Le corps peut influencer l'esprit et l'esprit le corps, vice-versa. Ouais, j'aime bien faire des liens entre les choses. Du coup, Ok, ça m'a permis de faire plein de liens philosophiques entre le développement personnel et les arts martiaux. ouais, et on va le voir, t'as d'autres sujets de prédilection. On va parler jardinage et permaculture très vite. Du coup, avant de vivre de ta passion, tu es passé par une phase où tu es passé par d'autres expériences et un travail qui te prenait du temps, mais dans lequel tu trouvais plus de sens, dans lequel tu ne te voyais pas évoluer. Je pense vraiment que c'est un parcours qui parle à beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que tu travaillais déjà dans le dessin, dans les arts visuels? Et comment s'est faite la bascule? Comment tu t'es dit un jour, bon, il y en a marre, il faut faire autre chose? Mm. Bah, en fait, je travaillais déjà dans les arts visuels. J'ai eu la chance de faire des études dans les arts visuels. Du coup, j'ai fait un BTS de communication visuelle, ensuite de l'animation 3D, et puis il y avait d'autres choses, de la programmation aussi, euh, la possibilité de faire des installations interactives. Ça, j'adorais, je trouve ça hyper riche. Et en sortant de là, en fait, du coup, je travaillais dans de la post-production audiovisuelle pour faire des effets, des choses comme ça, ou alors dans l'animation, donc dans des boîtes qui font de l'animation, soit 3D, soit 2D, ça m'est arrivé aussi. Donc oui, en fait, je pouvais dessiner, je pouvais colorier toute la journée, mais c'était pas des projets qui avaient du sens pour moi. Et vraiment, je me rendais compte que au-delà de la forme, oui, dans la forme, oui, je faisais un boulot qui était aligné parce que, écoutez, il y a du dessin, il y a un peu de créativité, il y a ci et ça. Mais déjà, il n'y avait pas autant de créativité que je voulais. Il y avait des contraintes horaires et de productivité qui gâchaient un peu le plaisir, faut le dire, qui étaient très stressants des fois. Et toute la journée devant l'ordinateur, c'était pas possible. Au bout de 2 mois, je pétais un câble. Je me disais non, mais non. Et puis au niveau de est-ce que ça a du sens de rester devant un ordinateur, de consommer, enfin, ça n'avait vraiment pas de sens. Je voyais vraiment l'enjeu écologique à ce moment-là. J'avais une forte conscience de ça. Et du coup, j'étais trop pas alignée pour pouvoir continuer en fait. Ok. Ok, donc tu as senti la pression cet élan de faire ce qui t'inspirait et de créer à ce moment-là. Et c'est l'écologie du coup qui t'a poussé à aller. Parce que quelle a été la bascule? Tu t'es dit, je vais aller maintenant, je vais illustrer ce que je veux tout de suite? Non, non, ça a pris du temps, hein. Je dis, ça a pris 2 mois pour que j'en ai marre, mais pour que je trouve autre chose à faire, ça a pris pas mal de temps. Je pense que psychologiquement, la bascule s'est faite parce que j'ai regardé un dessin animé d'animation qui disait que l'humain était un parasite pour la Terre. Et ça m'a tellement parlé parce que ben oui, juste exploiter la terre comme ça, l'appauvrir, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que les humains font, en tout cas, ou beaucoup en ce moment. Et je voulais pas faire partie de ça, en fait. C'était juste horrible de me voir comme un virus pour la terre, quoi, ou un parasite. Et donc, c'est vraiment ce côté écologique qui a fait que je me suis mise en mouvement. Et du coup, j'ai commencé à trouver des alternatives de penser à ça, comme la permaculture, qui permet à l'humain en fait de retrouver sa place sur Terre, une raison d'être, une interaction harmonieuse avec la nature et avec ses congénères humains aussi, ce qui est de la permaculture humaine. Et c'était le début d'un chemin. Donc après, je ne sais pas si tu veux que je te raconte le cheminement, Ouais, mais ouais. ça a été assez long. Tu veux que je te raconte le cheminement? Ouais, alors en version raccourcie, mais oui, je veux bien.
en version raccourcie. Euh, Après, je me suis intéressée aussi à la méditation, au yoga, au tai chi. J'ai suivi un maître vietnamien qui avait sa propre pratique qui s'appelle le tai chi intégral, que j'ai beaucoup apprécié en fait dans la profondeur des enseignements. Et aussi parce que j'ai l'impression de découvrir un monde de fou, quoi. On s'entendait super bien avec un de ses disciples qui, du coup, nous enseignait quand lui, il n'était pas là. Et c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression d'aller à la découverte de moi, de l'univers, de tous les possibles. Enfin, c'était vraiment passionnant, quoi. D'être connecté. Mm. Ouais. Je ne sais pas si c'est être connecté. Oui, être connecté, je le sentais que je l'étais. Mais c'était plus avoir un guide pour tâtonner et découvrir des chemins intérieurs, de conscience. Ok. C'était cette aventure-là, en fait. Et le fait de le faire aussi avec un groupe d'amis qui était vraiment très, très sympa, c'était très porteur aussi. C'est très joyeux. Ouais, l'émulation du groupe, effectivement, je l'ai découvert récemment aussi, et effectivement, ça a une richesse en elle-même. Mm. Et pour terminer de répondre à ta question, du coup, donc je me suis intéressée à ça, je me suis intéressée à plein de choses différentes, en fait, et sans savoir quoi en faire. J'ai aussi commencé les arts martiaux. Enfin, voilà, en fait, c'est comme si j'avais pas eu le temps pendant mes études. Et là, quand même, le fait d'avoir une vie active, ça me permettait d'avoir du temps pour d'autres choses auxquelles je m'étais pas intéressée pendant toutes ces années où j'avais essayé d'être au maximum Performance. créative, performante, etc., etc. Euh, et, euh, et j'ai commencé au fur et à mesure à m'aligner avec ce que j'avais envie de faire. Donc, ne plus forcément chercher à travailler dans ce milieu de la post-production, plus travailler en freelance. Alors, au début, ça pouvait être des toutes petites choses, mais ce qui avait vraiment du sens pour moi, par exemple, faire la charte graphique de quelqu'un qui travaille avec les plantes sauvages comestibles. Du coup, ça avait du sens pour moi, donc je faisais des choses comme ça. À un moment donné, j'ai travaillé aussi dans un centre, dans un labo de recherche scientifique pour améliorer l'éducation et la recherche scientifique. Donc, c'était à l'époque où je me disais, ouais, l'éducation va changer le monde, donc je suis à ma place, c'est bon, je vais changer le monde et tout. Puis finalement, je me suis rendu compte dans ce contexte-là que j'avais beaucoup de violence en moi, en fait, dans les interactions. Il s'était passé plein de choses. Je voulais faire la révolution là-dedans parce que c'était censé être un pouvoir horizontal et ça ne l'était pas. Et enfin voilà, je voulais tout bouleverser. Et dans ma façon de communiquer, je me rendais compte que j'étais violente. Du coup, ça a ouvert la porte à, tiens, me former à la CNV. Et de fil en aiguille, enfin, c'est vraiment un fil, c'est vraiment assez long à La rencontrer. CNV, la communication non violente, pour ceux qui nous La écoutent et qui ne connaissent communication pas. non violente, merci. Mm, mm. Et, euh, et après, c'est après avoir terminé ce dernier boulot, en fait, que j'ai décidé de me mettre à mon compte et j'ai décidé que c'était fini de tourner autour du pot, que là, j'allais me lancer. Mais là, j'ai fait un burn-out. Et du coup, tu vois, l'histoire, elle est longue, en fait. Bah, c'est rassurant parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup. Et Mm, c'est effectivement un chemin qui prend du temps. mm, mm. Et donc, tu as fait ton burn-out et tu es parti en exploration. J'ai fait mon burn-out qui a été très utile, qui m'a permis de me reconnecter à moi-même parce que je me prenais plus du temps pour me nourrir moi-même. J'étais en productivité, il faut que j'y arrive, il faut que je produise, il faut que je performe, etc. Et du coup, le burn-out, ça m'a juste permis j'avais pas d'autre choix que de me reconnecter à ma joie intérieure, à ma créativité, mais pour le plaisir, en fait. Tu parles souvent de ton jardin intérieur. Donc là, c'était vraiment prendre soin de toi et avoir de l'espace pour ce qui te fait plaisir, en fait. C'est ça.
C'est comme si j'avais exploité mon jardin intérieur pendant des années en lui demandant de produire, produire, produire. Bah, au bout d'un moment, la terre était morte, en fait. Donc, il s'agissait de renourrir la terre. Mhm. Donc, du coup, tu gardes un souvenir positif de cette période. Ça a vraiment été un tremplin pour partir pour poursuivre cette réalisation de toi. Oui, Tu oui, en fait, c'était avais génial. commencé le chemin et tu as fait le burn-out. Oui. Ça, c'est pas Je banal. commence. Ouais, parce que en fait, je pense que j'étais pas sur la bonne voie. Du coup, le burn-out, c'était aussi pour me dire que j'étais pas sur la bonne voie et dans l'énergie que j'y mettais, qui était vachement allez, allez, allez. Et dans la voie que j'avais choisie, puisque j'avais choisi du coup ma deuxième passion qui est la couture. Et je pense pas que c'était la bonne voie, en tout cas pas à ce moment-là. Dans le contexte, voilà, j'avais autre chose à apporter au monde. Du coup, le burn-out, il avait beaucoup de sens en fait. Alors, c'était pas facile à vivre, mais dans la façon dont ça m'a obligée à puiser dans mes ressources, à prendre du temps pour moi aussi, et à me reconnecter à ma joie, j'en garde vraiment des souvenirs fabuleux. Où je me retrouvais comme une petite fille à courir sur les pavés et à inventer des jeux graphiques sur quelle pierre j'allais sauter. Enfin, des choses comme ça, en Ouais. fait. Ouais, le début, une épreuve, mais une épreuve bah, salvatrice, quoi. Hmm. Ouais, ça, c'est alors, je sais pas si c'est une généralisation, mais j'ai l'impression que le burn-out est souvent une passerelle vers une nouvelle version de soi-même, une opportunité en tout cas d'aller chercher ce qui nous convient le mieux. Et le message du burn-out, euh, qui est tout un amalgame d'émotions qu'on n'a pas écoutées. Ouais, en fait stop quoi. Burnout, Ouais. c'est stop. C'est stop, je me lève plus là. Tu changes quelque chose ou c'est plus possible. Et du coup, comment est né le blog Conscience Quantique? Est-ce Bah, qu'il le était blog, né avant? Après? il était né avant le burn-out. Je l'avais créé en 2013, il me semble, 2012-2013. Parce que, alors j'avais fait tout ce cheminement avec la permaculture humaine, le fait qu'on ait chacun une niche, un rôle dans l'écologie et qu'on avait chacun des qualités à apporter, mais j'arrivais pas à trouver ma place. J'arrivais pas à trouver qu'est-ce que j'allais apporter. Je me voyais vraiment comme une artiste ratée, en fait, qui Ok. avait tout le monde disait que j'avais des talents, mais j'arrivais à rien professionnellement. Et du coup, c'était hyper dur à vivre. Et puis, le déclic, ça a été quand j'ai lu dans un bouquin la question, si tu mourais dans 2 mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde? Et là, du coup, bah, je le raconte souvent, je me retrouve en train de faire ma lessive et tout. Et la réponse, elle vient hyper claire. Je me dis, bah, je vais faire des bandes dessinées. Comme ça, je vais Bien pouvoir sûr. partager. Mais bien sûr, comment viennent les idées? Mais bien sûr, je vais faire des bandes dessinées, comme ça je vais pouvoir partager toutes les petites choses que j'ai commencé à découvrir, que ce soit la permaculture, que ce soit en méditation, euh, euh, ou d'autres choses que je trouve tellement essentielles, que je trouve hallucinante de le découvrir aussi tard. Et Ouais. du coup, que j'ai envie de partager avant de mourir. Genre, si j'avais un truc à faire sur Terre avant de mourir, ça serait de partager cette information, quoi. T'as senti une urgence de faire ça? Il n'y avait pas d'urgence. L'urgence, elle était juste quand je me suis dit, OK, si tu mourais dans 2 mois, bon, si tu restais plus que 2 mois, il n'y avait pas tourné autour du pot, là, qu'est-ce que tu fais? OK, je fais ça. Après, je n'ai pas réussi à le faire tout de suite. Je me suis posé plein de questions sur, oui, mais est-ce que je suis... qui suis-je pour parler de méditation? J'y connais rien. Donc là, tu as eu un Euh, petit syndrome de... Imposteur. ouais, c'est ça. Ma Ouais, c'est légitimité ça. dans tout ça. C'est ça. Et puis, je savais pas non plus quel style donner. J'étais quelqu'un, en fait, de très, très créatif et qui aimait changer d'univers graphique à chaque projet. Ça me parle. Euh, hmm. Et donc, du coup, ben, je savais pas quel univers graphique donner. Donc, Et ça alors, m'a pris un comment tu l'as trouvé ton style?
Alors, c'était tout simple en fait. Je t'avais parlé des personnes avec qui je faisais de la méditation. Je remontre un peu, mais vous voyez, les BD sont assez épurés. Il y a de la couleur, mais c'est vraiment c'est un style à la fois simplifié et coloré. Hmm. En fait, j'ai fait quelques illustrations pour l'association de méditation dont je te parlais tout à l'heure, dans un style assez proche en fait, très simple avec un trait délié, de la couleur, quelque chose d'assez épuré. Et puis, ça avait bien plu. Et la personne qui s'occupe de ça, en fait, elle m'avait dit, mais tu cherches un style pour tes BD, mais pourquoi pas ça? Et puis, je m'étais dit, ça, mais c'est tellement simple. Et j'avais eu du mal à oser la simplicité, en fait. Mm. J'adorais faire des trucs complexes. Pour te dire, il y a une bande dessinée que j'ai co-créée avec une association que j'ai faite entièrement en sculpture, en terre glaise, parce que je trouvais ça hyper graphique, hyper parlant, parce qu'on parlait de l'Afrique. Et ça m'avait pris des plombs à faire. C'était très technique et ça m'avait passionnée. Ben voilà, j'adorais faire des choses complexes. Et du coup, oser lâcher ça pour faire quelque chose de simple, c'était un défi pour moi. Et en même temps, je voyais que graphiquement, dans les dessinateurs que moi j'aimais, quand je regardais des BD ou quoi, en fait, j'accrochais au style simple. Il y a quelque chose qui respire, quelque chose que j'aime dans le fait que le trait soit dénudé et qu'il reste que l'essentiel. Il y a quelque chose que j'admire en fait dans le fait que la personne ait assez de talent pour ne faire que retracer l'essentiel. Et l'essentiel suffit. Et d'ailleurs, la corrélation, elle me semble assez évidente entre ton style et ce que tu proposes. Tu proposes le mode d'emploi de l'humain et le mode d'emploi, il fait pas 500 pages et avec des si alors et l'idée c'est de donner des clés simples et efficaces, ce qu'on se disait en intro. Du coup, je trouve ça totalement raccord entre soyons simples et allons à l'essentiel et ton style graphique. Mm -mm. D'ailleurs, le fait de... je pense que si j'avais essayé de faire le mode d'emploi juste à l'écrit, ça pourrait faire 500 pages. Mais le fait de dessiner, comme ça prend du temps, comme le dessin est aussi très riche et peut condenser beaucoup plus d'informations que des textes, du coup, ça m'aide vraiment à synthétiser et à aller à l'essentiel. Et l'importance pour le coup, dans les BD sur les émotions, on parle d'émotions, et je trouve que dans tes dessins, on sent particulièrement bien, malgré un trait très épuré, justement, on voit bien les regards, l'intensité de l'émotion véhiculée, c'est ça qui ressort. Et on peut Oui. s'attacher à vraiment juste sentir l'intention dans le dessin. Mm -mm. Ben, c'est chouette qu'on le sente. Ce qui est pas évident parce qu'effectivement, avec un regard, on fait beaucoup de choses et c'est quand même un rond et un point dedans, hein, donc, et avec ça, on peut restituer tellement d'émotions différentes. Donc, ouais, bravo. Merci. Et effectivement, du coup, cette recherche de style, je pense elle est pas facile pour beaucoup de dessinateurs. Je pense que c'est inspirant de se dire que aller à la simplicité, c'est pas faire une croix sur des capacités. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrivais pas à faire une croix justement sur... pourquoi ça te semblait difficile de faire une croix sur la simplicité? Est-ce que tu avais... Alors moi, ce qui me viendrait comme ça, parce que ça me parle hein, et je me reconnais, ce serait, bah non, parce qu'il faut quand même montrer que là, il y a des ombres, là, il y a du... Hein, et Fallait montrer que je sais. ouais, Je sais dessiner, j'ai des capacités, voilà. Ouais. Il y a quelque chose à prouver. ok. D'ailleurs, au début, quand je montrais mes BD, je ne pouvais pas m'empêcher de m'excuser. Genre, c'est un style très simple, hein. Intéressant, ok. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est
alors toi, tu es une artiste confirmée, mais effectivement, je pense que je dis souvent qu'un dessin, c'est avant tout un dessin avec un E, donc une intention. Mhm. Et, et c'est ce qui prime. Et l'intention et l'émotion qu'on véhicule, c'est, ça prend le dessus, à mon sens, sur tout le détail et le graphisme et l'enrobage qu'on pourra mettre autour. Et donc, Complètement. et donc aux dessinateurs en herbe, je passe ce message aussi. Allez-y, lancez-vous et vous pouvez communiquer sur vos dessins, mais même très tôt, au début de votre apprentissage, surtout ne pas avoir peur du regard de l'autre dans ses dessins. C'est, Mm. Et il est jamais trop tôt. franchement, dans l'intention et dans l'idée, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je connais plusieurs personnes qui font des dessins à bâton, à la limite, mais les personnages sont hyper expressifs et les mises en scène sont géniales et ça marche en fait. Mm. Après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, hein. Si on a Oui, envie de oui. peindre, de faire, voilà, c'est aussi autre chose. Mais Mm, mm. comme, comme tu disais, l'intention, l'émotion, elle passe. Est-ce que tu as été encouragée par ta famille, tes amis ce projet de BD et de mise en illustration du mode d'emploi de l'humain? Alors, je dirais oui et non à la fois. Oui, parce que ma famille a toujours été derrière moi. La preuve, c'est elle m'a payé quand même des études dans les arts graphiques, ce qui n'est pas donné à tous les enfants. Ouais. Euh, et, et, et non à la fois parce qu'en fait, j'avais tellement honte de moi de pas arriver à faire quelque chose dans lequel je me reconnaisse, que du coup, quand je parlais à ma famille ou à des amis, j'essayais de paraître faire quelque chose d'important. Et en même temps, à l'intérieurement, je savais très bien que je n'étais pas alignée, que ça sonnait creux. En tout cas pour moi, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, ça sonnait creux. Donc, il y avait une discordance que j'aimais pas. Et du coup, j'étais plus à essayer de faire toute seule plutôt que de chercher le soutien autour de moi. Et du coup, quand j'ai fait les bandes dessinées, j'étais dans un mode où j'attendais pas forcément grand-chose. Si j'avais quelques amis qui m'ont soutenue, parce que j'avais des gros creux psychologiques, il y a une amie qui m'a donné le numéro de téléphone d'un thérapeute, et du coup, ça m'a vraiment débloquée. Donc oui, j'ai eu du soutien. Et en même temps, j'attendais rien de l'extérieur, en fait. J'étais vraiment concentrée dans, mais oui, mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Et il fallait que je le découvre moi-même et je ne savais pas ce que ça allait être. Et c'est en faisant, en fait, que je découvrais au fur et à mesure ce que ça pouvait être. Mm, mm. Ouais, donc l'introspection a été clé. Mmh. Et pour revenir au dessin, là, on va entamer une série de questions vraiment liées au dessin. C'est valable pour tous ceux qui nous écoutent. Ça va être intéressant parce qu'on va faire des corrélations aussi avec le développement personnel. Et c'est aussi à destination des dessinateurs en herbe. Aujourd'hui, tes BD, tu les réalises en technique digitale. Mmh. Et est-ce que tu as toujours dessiné en digital? Et est-ce que tu as des techniques préférées? Traditionnelles, digitales, mixtes? Mon digital, ça n'existait pas quand j'étais toute petite. Quoique, je me souviens d'avoir dessiné sur un écran quand j'étais toute petite. C'était rigolo, je faisais des gribouillis. Non, mais sinon, j'ai appris à dessiner en traditionnel, du coup. Euh, et j'ai appris à dessiner plein de techniques différentes. Parce qu'en fait, je m'étais inscrite au cours du mercredi après-midi au collège et au lycée. Et c'était un super atelier. J'avais un super prof qui nous apprenait jamais de technique. Ça, c'était top. Ok. Mais qui nous donnait un environnement où on pouvait explorer. Donc, on pouvait faire de la sculpture, il y avait des craies grasses, il y avait des aquarelles liquides, il y avait des aquarelles en bloc, il y avait du fusain, de tout. Puis, il y avait des livres aussi pour s'inspirer graphiquement. Et, euh, et,
Ah, là, je suis en train de t'expliquer comment j'ai appris à dessiner. Vas-y. Et en fait, du coup, c'est une façon hyper libre d'apprendre à dessiner. Euh, Vraiment naturelle, je pense, parce que il y avait juste un cadre et une personne bienveillante qui pouvait me donner du feedback. Et tout le reste, c'était voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et, et du coup, ben, moi, j'adore en fait tout ce qui est technique traditionnelle, ne serait-ce que parce que c'est vraiment, je trouve ça vraiment apaisant en fait, le rapport avec la matière. L'aquarelle, particulièrement, c'est spécial parce que l'eau est vivante, donc il y a vraiment quelque chose à faire confiance avec l'eau. Après, les craies grasses, il y a quelque chose de très goûteux euh, dans la matière, enfin, il y a de très crémeux qui est vraiment jouissif, je trouve. Et Tu peux puis, étaler. ouais, ouais, tu peux mélanger. Je sais pas, il y a quelque chose de crémeux qui est vraiment très très bon. Et rien que le fait de faire du papier crayon, en fait, je trouve que ça n'a pas du tout c'est pas aussi apaisant pour moi que de dessiner directement sur une tablette. Donc au tout début, sur mon blog, je faisais mes dessins au papier crayon ou à l'encre avec un pinceau à encre directement. Et c'est parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et que le fait de passer en digital, ça me faisait gagner du temps que j'ai privilégié le digital. Ok. Ça a été Après, facile, cet apprentissage de la tablette. Je ne sais pas si c'était une tablette directement graphique. Est-ce que tu dessinais sur l'écran ou est-ce que tu dessinais sur le support en regardant ton écran? C'est quand même un mécanisme différent du traditionnel. mm, mm. Les premières tablettes que j'ai eues, c'était des tablettes Wacom. Donc, je dessinais sur la tablette et il y avait l'écran devant. Donc, il y avait voilà, à s'habituer à faire ça sur la tablette et à corréler avec ce qui se passait sur l'écran. Décorréler Ça, du geste. Ouais. c'est ça. Mais bon, ça s'est fait de façon assez naturelle, en fait. Pour moi, dessiner, c'est pas une histoire de digital ou de traditionnel. Enfin, après, c'est juste un passage. Après, le digital, je l'aime aussi beaucoup pour plein d'autres raisons. Il y a des outils qui n'existent pas en vrai. Il y a des effets que j'arrive à avoir en digital que je pourrais pas avoir en traditionnel. Et il y a le CTRL Z. Ça, c'est vrai. On peut faire des effets. Enfin, c'est vraiment aussi. C'est tellement bien. L'historique. Euh, c'est. hmm, Peut-être quand j'ai envie d'avoir plus de maîtrise, je privilégie le digital. Et quand j'ai envie d'avoir quelque chose de plus free, juste pour le plaisir, pour me ressourcer, en fait, je privilégie le traditionnel. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton apprentissage du dessin? Euh, alors, l'apprentissage du dessin, il a commencé à 2 ans, hein, tu vois. Alors après, dans ton cap où tu as dû persévérer, sinon tu as parlé d'un cap où tu as rencontré quelqu'un qui t'a permis de persévérer, sinon tu allais peut-être Ouais. abandonner. Ouais. Disons, il y a eu des paliers, en fait. Il y a eu vraiment des pics où je progressais beaucoup et c'était vraiment très, très bon. Et puis, il y a eu des moments où je commençais à stagner. Alors, par exemple, bah, le moment où je dessinais plus que à peu près la même chose que je savais dessiner quand j'étais petite et où, heureusement, j'ai rencontré ma meilleure amie qui m'a boostée pour dessiner autre chose. Donc ça, c'était un palier. Je sais que j'avais eu un palier aussi quand je suis arrivée en France, que je dessinais, mais que j'étais beaucoup tournée vers dessiner des mangas, des choses comme ça. Et ma meilleure amie, elle était hyper forte à ça, j'adorais, elle était hyper créative, elle dessinait des vêtements, enfin, des personnages hyper expressifs. Et puis moi, du coup, j'étais un peu en référence extérieure à vouloir faire comme elle. Et j'arrivais pas, et mes dessins, ils sonnaient creux et tout. Et là, ce qui m'a permis de passer le cap, en fait, j'avais demandé jusqu'où à ma meilleure amie. En fait, c'est parce qu'on dessinait ensemble. C'est au moment où on a des potes avec qui on dessine. Et puis je la vois changer le sourire de son personnage, ou lui faire des oreilles de chat, et puis elle rigole et tout et tout. Et puis on discute. Et en fait, au final, je comprends qu'elle aime ses personnages, en fait. Hmm. Et
moi, ça fait un shift parce que à ce moment-là, j'essayais de dessiner pour faire des jolis dessins. Alors que aimer ces personnages, ben, du coup, ça donnait complètement une autre dimension. Donc, ça m'a permis de passer un palier. Tu avais envie d'en prendre soin, du coup. Ça a changé la relation au personnage. Oui, ça changeait la relation au personnage. Ça faisait que je pouvais mettre du moi dans ce personnage-là. Mm. Pas juste qu'il soit beau extérieurement, bien fait, avec des bonnes proportions, machin, une composition, gna gna. Là, ça mettait de l'âme, en fait. Ok. Ah, c'est intéressant. Et puis, j'ai eu un autre palier aussi quand j'étais en mise à niveau d'art appliqué, où je suis arrivée, j'avais déjà un certain niveau de dessin par rapport à d'autres qui ne savaient pas du tout dessiner, donc je pouvais faire dessiner des scènes assez réalistes en même temps. Enfin voilà, je savais déjà dessiner. Et en même temps, ce qu'on demandait de nous, c'était autre chose. C'était de lâcher le trait, c'était de faire des coulées de peinture, c'était de pas tout maîtriser. Et là, je me souviens que à un moment donné, je voyais tout le monde progresser autour de moi, je n'avais pas l'impression de progresser. Et donc, du coup, ça a été un gros moment de vide. En fait, je me souviens que j'avais même pleuré dans la classe en parlant de ça parce qu'on faisait des échanges, c'était une petite classe. Et du coup, c'était un moment où j'avais besoin de lâcher en fait la maîtrise et pour lâcher le geste, pour tenter d'autres choses. Donc ça, c'était encore un palier. Et puis, je suppose qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, ça, c'était les paliers les plus importants, je pense. J'en profite pour un aparté pour les dessinateurs, les élèves du groupe, du blog Apprendre à dessiner. Il y a vraiment, il y a des tutos et des vidéos justement pour apprendre à lâcher son trait. Et ça me fait exactement penser à ce que tu dis. C'est une étape importante pour se faire confiance et commencer à lâcher et pas être dans le contrôle et la maîtrise parce que ça nous Mm. amène à de, de trop, voilà, de pas fluide et avoir un trait qui est presque pas droit. Ma prof d'art plastique, elle appelait ça des mignardises. Genre, avec tes mignardises. Bon, vas-y, hop. Lâche-toi, fais le grand. Tu le referas si c'est pas ok. Ouais. Ouais, mais c'est super intéressant parce que effectivement, comme tu dis, il y a une confiance qui se fait là-dedans, dans le geste et l'intention. Genre, je pose l'intention, je fais le geste et je fais confiance au résultat. Il y a quelque chose qui se développe là-dedans, qui est un peu un saut dans le vide quand on a l'habitude de maîtriser, mais qui est vraiment très intéressant. Moi, le digital m'a parlé aussi là-dedans, les deux techniques, mais le digital, le fait de décorréler le geste de la vue, c'est aussi une forme de confiance sur regarde, il y a un truc qui va se produire, fais juste le geste. Et Ah, en traditionnel, bien sûr aussi, mais bon, c'est vrai que du coup, si tu l'as, le retour arrière est moins facile. Mais c'est une autre forme de confiance. Et puis je trouve que parfois, et ben tant pis, le geste, il est ce qu'il est, et ça peut créer des opportunités qu'on n'avait pas vues. Tu en parlais avec l'aquarelle tout à l'heure, de faire confiance à l'eau. Et parfois, eh ben, l'eau, elle fait quelque chose et ça produit une opportunité que tu n'aurais pas soupçonnée. Euh, mm, mm, et tu peux rebondir dessus et ça nourrit la créativité. carrément. Il y a des moments en fait où justement, à force de trop maîtriser, c'est vraiment un plaisir de pouvoir se laisser surprendre. Donc, trouver des techniques pour se laisser surprendre, c'est aussi un super kiff. Et quand tu commences un dessin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu privilégies? Alors bon, on a parlé des émotions tout à l'heure, ça m'a l'air d'être une piste de réponse, mais tu as le style, la technique, les émotions, le dynamisme, le trait. Est-ce que tu fais un focus sur quelque chose en particulier? Alors, ça dépend quel type de dessin, mais en général, c'est un peu comme tu dis, c'est sur l'intention. C'est Ok. l'intention que je privilégie. Je pose l'intention, j'ai des images qui viennent et je trie un peu, tu sais, c'est un peu comme dans, dans Minority Report, cette image-là, cette image-là. Ça résonne. Est-ce que mon intention est plus raccord dans cette image-là? Ok. Puis voilà, quand je me décide pour une image qui est plus ou moins nette, plus ou moins floue, du coup, voilà, je la pose et c'est l'intention qui guide tout.
En tout cas, quand c'est un type de dessin où j'ai une intention à la base. Ce qui n'est pas forcément le cas, toujours, parce que des fois, j'ai envie de dessiner juste pour me détendre, juste pour découvrir d'autres choses, juste pour m'amuser. Et dans ce cas-là, je ne pose pas d'intention, en fait, sauf celle de m'amuser et de profiter de l'instant présent et bien. des hasards. Mm. Est-ce que du coup, dans ton processus créatif, tu as des routines, un rituel? Pas du tout. Je suis pas quelqu'un de très, je suis pas quelqu'un de très routinière. On m'a déjà demandé si j'avais de la discipline. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez discipliné, mais j'ai rencontré quelqu'un récemment qui disait j'ai de la discipline, mais elle évolue dans le temps. Donc Mhm. moi, c'est pareil. Il y a peut-être pendant quelques jours, je vais adopter une certaine discipline, de m'occuper de mon corps en faisant du yoga le matin ou en faisant une longue marche. Et puis en fait, je me dis, oh, mais c'est super, je vais garder ça. Puis en fait, jour 4, ça marche plus parce qu'en fait, j'ai besoin d'autre chose. Et du coup, je me laisse plus porter par écouter ce dont j'ai besoin pour équilibrer. C'est un peu comme, l'image qui me vient, c'est un peu comme un vélo en fait. L'équilibre, il se trouve dans la dynamique. Et donc, si je mettais un truc figé pour trouver mon équilibre créatif, en fait, ça marcherait pas. Parce que je suis tout le temps en évolution, le monde autour de moi aussi. Enfin, voilà. Et du coup, c'est plus un jeu de trouver qu'est-ce qui, ce jour-là, m'équilibre pour ma journée. D'accord. Donc tu te fixes pas de tel jour, il faut que j'ai fini ça. Ok. Ah, ça dépend. Ça dépend si ça dépend si j'ai des projets professionnels pour le coup, comme par exemple une BD à terminer. À ce moment-là, euh, il y a différentes phases en fait dans le fait de faire une BD. Si on parle de cet exemple-là, il y a la phase où je nourris le projet. Donc, je peux faire beaucoup de formations, d'ateliers, je peux lire, euh, faire beaucoup de rencontres et tout ça. Donc, je suis pas dans le dessin du tout. Bon, sauf si je prends des notes dessinées, ça peut arriver. Il y a une phase d'écriture aussi qui est du coup là je dessine pas forcément. Enfin, si je peux dessiner si les images me viennent en même temps. Et à ce moment-là, ma discipline c'est dès que tu as une idée, tu la notes. Ok. Je fais ma journée, je fais n'importe quoi, j'y pense pas forcément, mais la priorité c'est dès que j'ai une idée, je lâche tout et je note. Faut pas la laisser partir. Voilà. Après cette phase d'idées où il y a beaucoup d'idées qui fusent, il y a besoin de synthétiser. Donc du coup là, il y a besoin d'un autre type de discipline et celle que j'ai trouvée, c'est de me donner des demi-heures d'écriture. Parce que j'ai remarqué que je ne pouvais pas rester concentrée plus de 30 minutes à écrire. Donc au final, ça ne servait à rien de me stresser à débloquer une demi-journée pour ne faire que ça. Donc, je me dis, OK, je me pose, je synthétise pendant 30 minutes. Et puis après, j'ai besoin de faire autre chose. Je fais de la couture, je fais du jardinage, je vais me promener, machin. Puis après, je vais avoir une nouvelle phase de 30 minutes. Et et pour la phase euh, et pour la phase de dessin, du coup, il y a la phase de storyboard et la phase de mise au propre. Et là, pour le coup, je me fixe des objectifs tout en étant assez souple pour pouvoir déborder au cas où il y ait des imprévus et tout ça. Mais j'ai trouvé ça utile de garder un truc que j'ai appris dans les milieux de production, qui est de faire un rétro-planning. C'est-à-dire que voilà, je me dis que telle date, je rends ma BD et je fais un découpage. Donc, j'ai besoin d'un temps pour le storyboard, j'ai besoin d'un temps pour la mise au propre. Combien de temps je peux faire par jour, combien de planches je peux faire par jour, pour pouvoir faire certains jours, genre 5-6 planches et d'autres jours juste une planche. Ok. D'accord. Donc, en fait, donc ça, c'est à la toute fin. Là, en phase de production, il y a quand même un truc où j'ai quand même besoin de fixer des objectifs parce que sinon, concernant des BD,
ça pourrait être très très long et être trop long. Après, je sens que voilà, ça m'épuiserait de voir que ça me prend 6 mois pour, pour terminer ma vidéo. Et du coup, je pense qu'effectivement, ce rituel, on a tous besoin de notre façon de rythmer notre temps et ça peut aider dans l'apprentissage du dessin, notamment, je parle aux élèves du blog Apprendre à dessiner, de se fixer, adapté à son mode de fonctionnement, hein, mais de se fixer des étapes types et justement aussi pour persévérer et pour ne pas se laisser trop digresser. Se fixer vraiment des étapes où on s'assure de pratiquer chaque jour le dessin. C'est pour l'apprentissage. Et pour les storyboards, si jamais t'en aurais un sous la main, ou juste nous montrer ce que ça donne, parce qu'on parle beaucoup de réaliser des vignettes dans l'apprentissage du dessin, de réaliser une vignette pas plus grande que la main pour avant de passer au dessin au propre. Ouais. Ah bah attends, j'ai ma tablette sous les yeux, du coup je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais pas si on verra grand chose ou sinon je te passerai les images après. Je vais mettre un peu plus de lumière. Bon, plus de chance. Ah si, c'est correct, on voit. Ok. Donc c'est voilà. Donc c'est Un exemple de dessiné. storyboard d'Armella. Ok, top, merci. Et puis les trucs qu'on voit un peu plus sombres, là en fait c'est des photos de dessins que j'ai fait sur papier. Du coup que j'ai pris en photo pour l'intégrer. Voilà. Ok. Ok, merci. Ça illustre bien le besoin de faire ces vignettes avant. On le répète tellement sur le blog que c'était intéressant de montrer que les artistes le font. En tout cas, pour les storyboards et pour la composition en général, c'est intéressant. Tu fais souvent des analogies entre la connaissance de soi, la permaculture, les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous dire quel type de ressemblance tu identifies par exemple avec le dessin? Tu vois des analogies entre, je sais pas moi, permaculture, entre les arts martiaux et le dessin? Il y en a alors c'est dans le tome 2, entre le maître d'arts martiaux et la gestion des émotions. Est-ce que tu as un ninja du dessin aussi? Ouais. Mais pour moi, le dessin n'est pas décorrélé du développement personnel, en fait. Alors, dans quel ordre je t'en parle? Je peux te parler de la permaculture pour le développement personnel, parce que pour moi, pour progresser en dessin, il s'agit aussi de prendre soin de son terreau intérieur. J'ai une petite anecdote pour ça. Il y a 2 ans, j'ai déménagé à la campagne. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un jardin. Donc, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'on fait dans le jardin? Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin? Et tout. La permaculture, normalement, tu as une période d'observation qui dure 1 an. Je suis là. 1 an pour observer. En plus, il n'y a rien dans le jardin et tout. Donc, j'étais très impatiente. Donc, j'ai creusé, j'ai planté mes trucs, j'ai mis un petit paillage. Et puis, bon, voilà, je suis dans le sud, donc il fait très chaud et j'ai eu besoin de beaucoup arroser et j'ai pas eu une récolte faramineuse. Enfin, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que mon voisin, il a aussi un grand jardin et il avait pas spécial, enfin, il a une meilleure récolte que moi parce qu'il s'y connaissait un peu mieux, mais il avait pas, il se plaignait un petit peu de sa récolte ces dernières années. Et cette année, il a une récolte, mais de fou, quoi. Alors, je lui ai demandé, mais alors, comment t'as fait? Et alors, il commence à m'expliquer. Et il m'explique qu'en fait, il a creusé, genre ça, sous la terre. Il a mis du bois en décomposition. Il a mis comment ça s'appelle? Du compost. Il a recouvert de terre. Il a recouvert d'une couche de 30 centimètres de broyat pour protéger. Et il a mis du carton pour protéger et il a laissé passer l'hiver pour laisser le temps aux micro-organismes de se développer en dessous. Et au printemps, il a planté.
Et ça a fait une récolte de fou, quoi. Quand tu vois les livres, dans les livres de permaculture, l'abondance, le truc qui pousse dans tous les sens, hein, tu comprends pas, c'est ça. Et je regardais ça et je me dis, mais en fait, c'est la même chose pour les humains. C'est-à-dire que le terreau est plus important. Parce que souvent dans nos projets, en tout cas, moi, j'ai eu ce biais-là, et je vois d'autres personnes autour de moi avoir ce biais, c'est de vouloir avoir un résultat tout de suite. Je veux les fruits et je suis impatient et je veux pas attendre et je plante, mais pourquoi ça pousse pas, pourquoi ça va pas dans le sens où je voudrais. Et en fait, cet exemple-là, cette analogie avec la permaculture et la nature, ramène à l'intelligence mais il faut du temps pour enrichir la terre. Donc, si je reprends cette analogie des différentes couches, ben, il faut du temps déjà pour aller chercher assez profondément à l'intérieur de soi, pour nourrir, avoir les bois, le bois en décomposition, ça peut être comme de la nourriture, mais qui peut durer longtemps. Donc, qu'est-ce qui te nourrit en fait sur le long terme? Le compost avec de la nourriture plus rapide, qu'est-ce qui te nourrit quotidiennement, journalièrement? Puis de rajouter de la terre. Ouais, rajouter de la terre, ça fait le liant en fait avec la terre autour. Comment est-ce que j'intègre ça dans mon quotidien? La couche de paillage, c'est aussi comment je protège ça, comment je m'entoure de personnes bienveillantes, comment je me coupe d'informations toxiques. Et aussi, et Moi, je me ce donne que je du temps pour dessiner et préserver ce temps qui est important pour moi. trouve. Euh, et, et pas forcément chercher le résultat tout de suite, en fait. Dans cette analogie avec la terre, il y a vraiment, je laisse passer l'hiver en mettant du carton dessus, quoi. Genre, il y a rien qui se voit à l'extérieur. Donc, ça peut être hyper frustrant de voir que, bah oui, je chemine à l'intérieur, il y a des choses que j'apprends, je comprends des choses, que ce soit sur moi-même ou dans le dessin, et en même temps, j'ai pas le résultat que je veux et tout ça. Mais non, mais il y a besoin de faire confiance que cette étape-là, elle est absolument nécessaire, en fait, de laisser maturer. Et après, quand on plante, ben voilà, ça pousse tout seul. On m'a parlé d'un livre récemment que je n'ai pas encore lu, mais qui s'appelle Le Compound Effect et qui parle justement de cette persévérance malgré le fait que pour faire aboutir un projet, au début, tu as l'impression de donner, de t'investir et ça ne paie pas encore. Et c'est pareil pour le dessin. Et c'est la persévérance et le focus sur l'intention qui fait qu'à un moment, tu récoltes les fruits. Je trouve que ça ressemble vraiment à ce que tu dis. Mmh. Et du coup, Mmh. bah, c'est vraiment le fait de persévérer et de garder son focus sur l'enrichissement du terreau, donc en parallèle avec la création, le fait de vouloir apprendre et de vouloir créer. Ne pas Mmh. se laisser De décourager se parce qu'il nourrir, n'y a rien qui sort de ou que se- ça ressemble ouais. De se nourrir aussi, de se nourrir. Moi, j'adore me nourrir du travail de plein d'artistes et je sais maintenant que c'est une phase essentielle en fait de la création, c'est prendre du temps de goûter à la créativité des autres. Mais alors C'est justement, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Ah oui, mais est-ce que je peux y répondre après parce que du coup, j'avais une réponse qui m'était venue par rapport à l'art martial et Oui. au dessin. Parce qu'en fait, l'analogie que je vois entre le maître d'art martial et le dessin, c'est l'intelligence du corps. C'est-à-dire que quand on pratique un art martial, ce que mon prof me disait, c'est le corps, c'est de la terre glaise. Et donc, on le modèle. Et donc, on fait plein de petits exercices, en fait, pour modeler le corps. Et au début, bah, c'est que ça, en fait. Redresser le corps, lui faire retrouver son axe, machin, tout ça. Euh, mais au fur et à mesure, en fait, ça va s'imprégner. Le corps a une intelligence qui fait que, au bout d'un moment, il va comprendre, il va enregistrer les alphabets et il va pouvoir faire des mots avec, enchaîner, euh, par exemple, sur un type d'attaque, il va savoir quoi faire, quel type d'enchaînement faire pour esquiver. Et ça va plus passer par le mental, ça va être vraiment incorporé. Et je trouve que pour le dessin, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait.
où il y a plein de petits exercices en fait qu'on peut faire pour développer l'œil, ne serait-ce que l'œil, et ensuite la relation entre l'œil et la main, et toute la gestuelle qui va avec. Et c'est beaucoup de répétitions, c'est comme dans les arts martiaux en fait. Je me souviens d'une amie au lycée qui me disait, pour savoir dessiner le corps humain, j'avais entendu dire qu'il fallait l'avoir dessiné et oublié au moins 77 fois, ou un truc comme ça. Et mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, jusqu'à ce que le corps se souvienne. Il y a une mémoire corporelle, en fait, qui fait qu'après, on peut compter sur ça. Et ce qu'il y a de chouette aussi, c'est que ça reste, à un moment donné, c'est tellement imprégné que même aujourd'hui, si je fais plus d'arts martiaux, et ben, j'ai cette conscience du corps qui fait euh, que je peux, que je peux retrouver le dos droit, que je peux aligner les os pour avoir de la force. Plein de petites choses, en fait, qui ne sont pas liées à un art martial, pas à me défendre ou quoi que ce soit, mais à une conscience du corps. Et ça reste, même si je pratique plus du tout d'arts martiaux depuis quelques années. Et pour le dessin, je trouve que c'est pareil. Ça peut être assez ingrat au début parce que, effectivement, il y a plein de petits exercices et on a l'impression de ne pas progresser, d'oublier, de refaire et tout ça. Mais au final, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'entraîne tellement qu'il n'y a plus besoin forcément de faire ces mêmes choses. C'est pas comme si ça allait durer toute sa vie, en fait, de faire des gammes. Au bout d'un moment, le corps, il enregistre, il est intelligent, puis on peut faire des phrases, des poèmes avec ces alphabets. Oui. Ouais, je suis assez d'accord. Merci. C'est ce que tu penses aussi dans ton apprentissage? Ah oui, oui, complètement. Mais j'ai fait, moi j'ai fait, c'est pas des arts martiaux, mais j'ai fait du hockey pendant longtemps sur roller. Et l'analogie avec le sport et les gammes, et ben, c'est la même mécanique et je l'ai réappliquée pour le dessin. C'est la persévérance sur les gammes au début et surtout ne pas louper cette. Mais c'est exactement ce que tu dis avec l'alphabet. Moi, l'analogie, je la prends pour mon fils avec les briques de Lego. Apprends à maîtriser les briques primaires et puis après tu les combineras comme tu veux pour faire les créations les plus folles, mais prends le temps pour bien sentir et comprendre et tout le matériel que tu as à disposition. Et après, bon, comme pour les couleurs et la peinture, même chose. Après, pour persévérer, pour moi, il n'y a qu'une seule clé, c'est le plaisir. Oui. Sinon, on ne continue pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, ne pas focaliser sur l'objectif. Alors bien sûr, il faut l'avoir en tête, mais ne pas focaliser sur le fait d'avoir du succès, je vais le dire comme ça, mais plutôt focaliser sur le plaisir, la joie et ce que toi tu veux ressortir dans ton dessin. On revient à l'intention, mais je pense que on touche du doigt l'essentiel de la motivation d'un dessinateur. Du coup, est-ce que tu as des dessinateurs Pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est ça. J'essaie de me souvenir de la question d'après. Des artistes qui t'inspirent? J'ai plein d'artistes qui m'inspirent. J'ai fait des études d'histoire de l'art, donc je pourrais citer des artistes qui sont connus dans l'histoire de l'art. J'adore Léonard de Vinci, c'est juste un génie pour moi. Klimt, j'adore le style de Klimt. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans l'histoire de l'art aussi. Il n'y a pas que dans les arts visuels, enfin, en tout cas, pas que dans les arts graphiques, il y a aussi des choses qui m'inspirent dans le spectacle vivant. Je trouve que dans les couleurs, dans les dynamiques, il y a vraiment des choses très créatives qui me nourrissent aussi. Et en dessinateur, alors ça dépendait des périodes. J'ai une période où j'adorais Dave McKean, qui est une sorte de caméléon graphique qui arrive à se réinventer tout le temps. En même temps, il a un super trait. Enfin, j'adorais ce gars-là à un moment donné. Et puis j'adore Pascal Campion pour sa compréhension de la lumière. Quand j'ai découvert ses illustrations, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il comprend la lumière. Et je me souviens que j'étais là, mais comment il fait? Comment il fait? Puis j'ai fini par voir un tuto de lui, enfin,
où on le voit dessiner et il montre la façon dont il dessine et je fais ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon bah ok, je peux le faire. Ah, En tout cas, en simplifié parce qu'il continue à évoluer. Et le dessin, ça s'apprend tout le temps. Enfin, je vois plein de gens qui ont des niveaux de dessin qui me dépassent complètement. Mais en tout cas, concernant la lumière, c'est vraiment Pascal Campion. alors ça m'intéresse, je vais le noter parce que je trouve ça passionnant. Et puis, en fait, j'ai plein d'artistes ou d'œuvres en fait qui me plaisent, mais je retiens pas forcément le nom. J'adore aller à la bibliothèque et revenir avec ça de BD et que je regarde à la fois pour les BD et pour des fois juste pour l'aspect graphique. Mm. Alors, je prends des photos des images qui me plaisent le plus pour les garder. Je les regarde, re-regarde pas forcément, mais en tout cas, je crée une banque d'images comme ça. J'adore aussi Instagram parce que du coup, je me mets des hashtags illustration, machin. Et du coup, dans mon fil, tous les jours, j'ai de l'inspiration et je retiens pas forcément le nom de la personne, mais en tout cas, je me nourris de différents styles comme ça. Ok. Et ça évolue? Ou tu restes sur des styles tu parlais de la lumière, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour ton style. Donc tu vas plutôt rechercher des artistes qui travaillent la lumière ou c'est très variable? C'est très variable. Il peut Ok. y avoir des choses plus graphiques avec des aplats que je trouve aussi fabuleux. Avec des mélanges, des techniques mixtes avec de la photo, ça peut être aussi très joli. Des aquarelles, des choses très traditionnelles, ou alors du dessin digital, des mondes fantastiques. J'adore ça aussi, des mondes fantastiques que certains sont capables de dessiner. Je fais, ah, c'est beau. Imaginaire, ouais. Alors pour parler de perspective et puis de mise en œuvre de sa passion, donc en janvier 2015, tu as un dessin t'as une BD qui se propage à plus de 10 000 likes sur Conscience Quantique. Et là, tu as une maison d'édition qui te contacte. C'est le wouhou, yeah. Ah, donc là, comment tu l'as vécu intérieurement, ça, justement? Et puis, qu'est-ce qui, selon toi, fait que ça a bien marché? Pourquoi à ce moment-là, cette BD, bah, justement, alors là, je pense qu'il y avait le terreau, et puis d'un coup, la récolte, Ouais, c'est un peu ça. Intérieurement, j'étais juste hallucinée en fait. Je me souviens, j'étais avec un ami, je regardais la page et je la rafraîchissais et je fais un bug. ah, il y a une taille de plus. J'attendais une seconde, je la rafraîchissais. Ah, il y en a eu encore. Donc il y avait vraiment juste quelque chose de complètement ébahi en fait devant ça. Et puis, enfin, comment je l'ai vécu, ça c'est quand je voyais que ça se propageait. Et puis, quand mon éditeur m'a contactée, du coup, enfin, comment j'étais? Genre, ah! Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'étais très contente. En même temps, c'était un peu inattendu parce qu'en fait, j'attendais, c'était pas quelque chose que j'attendais en fait. De vivre de ça. J'y croyais pas moi-même en fait que je pouvais vivre de ça réellement. C'est parce que je raconte que c'est parce que mon éditeur m'a contacté que j'ai fait des livres en fait. Et du coup, ça a enclenché plein d'autres choses. Ok. Et, Et qu'est-ce qui fait que ça a marché, à ton avis? T'avais fait quelque chose de différent pour cette BD? je pense que ça. Je ne sais pas pourquoi cette BD-là en particulier, elle a marché. En même temps, elle était assez polémique. Elle était sur Le temps n'existe pas. Donc, en même temps, ça cristallisait aussi pas mal de choses sur la loi de l'attraction, Mhm. mais avec un appui scientifique. Enfin, moi, j'aime bien l'alliage des deux. Euh, Après, je pense que ça s'est propagé aussi parce que j'étais alignée. Ça faisait quelques temps en fait que je faisais des bandes dessinées, voilà, toujours pour le plaisir sur mon blog en fait. Mais j'étais plus en référence interne.
Je me disais pas, tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce que machin. Voilà, il y avait quelque chose qui me passionnait. Je me disais, ah, ça c'est top, je vais le partager. Et je me posais pas de questions, en fait, je le partageais. Mm. Juste parce que je trouvais ça extraordinaire, ce que cette personne a dit, ce modèle-là, cet outil-là. Donc, je pense que c'est aussi le fait que je sois alignée, en fait. Mm. Ne pas cibler ce qui peut faire plaisir, mais juste se faire plaisir d'abord et ça attirera ceux qui s'appelaient. C'est ça, je Mm. pense. Après, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Hein. J'ai eu beaucoup de gratitude. Alors un jour, on t'a invité à dessiner en direct. Oui. Pression, pas pression? Tu t'es sentie Ah, ok. comment? Comment ça s'est passé au final? En fait, c'est Lydie euh, qui m'a contactée pour le festival les Evolution Days, je crois. Et on s'est rencontrés à un café, et puis elle m'a dit, tiens, si tu as envie de contribuer, tu peux rentrer gratuitement au festival. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Tu pourrais faire un logo ou alors tu pourrais dessiner en direct. Des logos, j'en ai fait des plein. Ça me disait pas grand-chose. Mais dessiner en direct, je l'avais jamais fait. Et je me disais, bah ouais, au moins ça a du goût en fait. C'est le piquant de l'aventure. Du coup, j'ai eu envie de le faire. Et j'étais hyper stressée avant. Je me souviens que j'arrivais et puis j'utilisais à fond des techniques de libération émotionnelle pour, pour voilà, digérer les émotions avant d'y aller. Ouais. Et puis je me mettais aussi dans le focus de mettre de la fluidité dans la relation de ce que je vois dans ma tête et de ce que je dessine. Donc, juste avant, je me souviens que je me disais, alors si on me dit montgolfière, si je me dis, Ok. voilà, donc j'avais fait quelques gammes comme ça pour me rassurer. Et puis au final, c'était génial, c'était super. Parce qu'en fait, le format fait que j'avais pas le temps de me poser de questions. Dès que j'avais une image en tête, en fait, je la dessinais. Même si il y avait un objet que je ne savais pas très bien dessiner, je le dessinais comme je m'en souvenais. Et puis voilà, en tout cas, je dessinais l'idée. Et je sais que ça m'a beaucoup permis d'aller en efficacité dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je dessine et il fluidifie le truc. Et puis, j'ai eu des super retours. Enfin, c'était chouette. Moi qui ai fait beaucoup d'ateliers de développement personnel, j'étais plutôt dans l'ombre et puis tout ça. Là, j'étais un peu sous les feux des projecteurs par le biais des dessins et ça avait ce côté-là aussi d'assez plaisant en fait de contribuer, d'être sur le devant de la scène et de pouvoir à mon tour être acteur en fait. Donc Et c'était vraiment très. mais dans ton flow, en plus. Sous les projecteurs, mais dans ton flow et pas sur un exercice de style de prise de parole où tu étais avec ton crayon et C'est ça, avec ma tablette. Tablette vidéo projecteur et dans le flow de ce que j'entendais, de ce que je comprenais, de ce que mon cerveau euh, créait comme image pour créer un instantané de ce que la personne avait dit, dessiner cette image-là, écrire les textes parce que je faisais des petits instantanés où il y avait comme des bulles, enfin des petites conversations ou des choses comme ça des fois, et en même temps continuer à avoir une partie de mon cerveau disponible pour continuer à écouter ce que l'intervenant était en train de dire, pour pouvoir continuer à dessiner. Enfin, c'était un truc assez rigolo comme ça. ok. Mais je pense que c'est une expérience très intéressante et à la fois pression quand même. Ouais. Est-ce que tu aurais Un peu des de stress. conseils? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux dessinateurs en herbe qui souhaiteraient se professionnaliser? Des conseils. Alors, c'est un peu vague comme question parce que ça dépend de la personne, à quoi elle aspire. C'est totalement variable d'une personne à l'autre. Donc, peut-être le premier conseil, ça serait déjà de plus définir quel est le projet en fait.
Parce que voilà, se professionnaliser, vivre du dessin, vivre de sa passion, c'est assez flou, mais il y a 1000 façons d'incarner ça. Mm. Est-ce que cette personne-là, elle veut avoir des commandes et avoir un truc hyper strict, hyper entreprise, et c'est un truc, c'est de vivre ça, de savoir qu'elle peut faire ça qui lui plaît. Est-ce que c'est d'avoir du temps, beaucoup de temps, et de pouvoir laisser libre cours à sa créativité? Est-ce que Et puis aussi de le voir en relation dans sa vie en général. Parce que souvent, en fait, dans notre société actuellement, on a tendance à cloisonner les choses. Oui. Alors, ma vie personnelle, c'est ça, donc je la mets de côté. Et puis, dans la vie professionnelle, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Et en fait, là, moi, mon invitation, ça serait plus de voir, de voir une vision de la vie en général que la personne aimerait avoir avec le mode de vie. Est-ce que ça serait en nomade digital? Est-ce que ça serait euh, en mode solitaire dans une petite cahute au fond de la nature, pouvoir profiter, pouvoir dessiner, s'inspirer? Enfin, voilà, il y a plein de façons différentes de voir les choses. Il y a, il y a aussi des choses à inventer. Par exemple, je discutais récemment avec Solène Solé, qui est une artiste, graphiste, dessinatrice confirmée. Et elle me raconte alors elle travaille spécialement dans le domaine du développement personnel. Et elle me racontait que ce qui l'a amené à ça, c'était de poser à la base qu'elle ne voulait pas de délai. C'est-à-dire qu'elle fait confiance au fait que les choses maturent, elles ont un temps de maturation, et pour que le résultat, en fait, il soit de qualité, il faut respecter ce temps de maturation. Et donc, elle a attiré des personnes à elle qui ont aussi cette conviction-là. Et du coup, des personnes hyper riches qui respectent du coup cette démarche et qui lui donnent du coup une qualité de vie que certains n'ont pas parce que juste ils se sont pas posé la question que c'était possible de faire ça. En tout cas, moi, quand elle m'a raconté ça, j'ai fait ah ouais, oh mais c'est génial. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser en fait sur comment est-ce qu'on aimerait le vivre. Parce qu'encore une fois, moi vivre du dessin, je le vivais déjà quand j'étais 7-8 heures tous les jours devant un ordinateur, mais c'était pas ça qui me convenait. Il y a aussi quel genre de personnes on veut rencontrer, ou est-ce qu'on ne veut pas spécialement rencontrer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser sur quelle est la vision en fait. Mm. Ouais, c'est ça. La vision et la vision globale la direction qu'on veut donner à sa vie. Mm. Et ça fait partie, définir son projet professionnel, ça passe par là. Mm. Tu as exploré beaucoup de techniques. Est-ce que tu parlais de la communication non violente, de la méditation? Est-ce qu'il y en a que tu utilises particulièrement au quotidien dans ton activité d'illustratrice? Spécialement dans mon activité d'illustratrice, Alors, tu veux au dire? global, et puis et celle qui te semblerait aider les dessinateurs à mieux gérer leur stress. Toi, est-ce que tu en as que tu utilises de préférence? Et puis, est-ce que tu en as que tu conseillerais pour le dessin, pour mieux gérer son stress, l'angoisse de la page blanche, ou pour mieux s'inspirer? D'accord. Alors du coup, je vois des outils différents. Moi, vraiment, ce que j'utilise le plus, c'est ce que je présente dans mes bandes dessinées, mes dernières bandes dessinées en fait. Ça va être des techniques pour, euh, pour refaire de l'harmonie dans les différentes parts de moi qui peuvent ne pas être d'accord. Celle qui juge mon dessin, celle qui dit que c'est nul, euh, celle qui, euh, celle qui se sent... du coup, là, c'est celle qui se sent nulle, celle qui voudrait manger pour oublier ou faire diversion, faire autre chose, genre je ferai mon dessin tout à l'heure. Enfin, voilà. Il peut y avoir plein de parts en fait dans tous les sens. Celle qui y croit pas, celle qui pense que le dessin on peut pas en vivre, celle qui voilà. Donc là, j'ai inventé des parts comme ça, hein. Mais moi j'en ai d'autres spécifiquement. Mais
celle qui se sent pas aimée, celle qui se, enfin, voilà, il y en a plein, plein, plein au quotidien qui se réveillent et qui crient et qui hurlent ou voilà, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'utilise vraiment les outils qui sont dans Émotion, enquête et mode d'emploi, tome 3, pour prendre soin d'elle, en complément avec ce qui va venir dans le tome 4, qui est plus sur la théorie polyvagale et du coup la compréhension du système nerveux autonome, ou comment en fait on peut réguler son système nerveux, sortir de la survie pour rentrer dans le flow, dans la créativité et dans l'ouverture du cœur et dans ce qu'on aimerait tous vivre en fait. Donc ça, c'est vraiment des outils. Puis, enquête, émotion, enquête et mode d'emploi, tome 1, tome 2 et tome 3 pour les artistes et le tome 4. Sur le tome 4, tu as une échéance, je lâche le mot. Non, j'ai pas d'échéance. Non, j'ai pas d'échéance. Là, je suis enceinte et je voulais en profiter pour avancer ce tome-là. Et puis, voyant que j'avais plein de choses à vivre, des émotions qui font bien, je me suis dit, bon, ben, j'ai aussi besoin de vivre les choses, j'ai aussi besoin de me préparer à accueillir mon bébé. Et en même temps, je vois que la vie est bien faite parce qu'il y a beaucoup de choses que je touche maintenant qui sont liées à ce dont je vais parler dans le tome 4. Par exemple, la théorie de l'attachement, puisque je vais devenir parent, en fait. Du coup, il y a mes blessures de quand j'étais toute petite qui réapparaissent de sécurité, de m'attacher à quelqu'un de sécure. Et donc, du coup, là, je suis en train de construire ça. Et je pense que aussi toute l'aventure avec mon bébé va me faire grandir et va aussi enrichir le tome 4. Donc, il y a aussi quelque chose où, ok, je fais confiance en la vie pour, pour, euh, pour m'aider à créer. C'est un peu ce qui s'est passé pour le tome 3, où je voulais absolument le faire en 1 an, en 1 an et demi, non, 2 ans, non, toujours pas. En fait, au final, ça a pris 3 ans. Mais pendant ces 3 ans-là, je me suis formée, je suis devenue thérapeute, j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment fait grandir et des choses qui ont vraiment nourri le livre. Donc au final, je ne pouvais pas faire l'impasse de vivre tout ça. Donc il y a aussi quelque chose dans, je fais confiance dans le fait que ce que je vis va nourrir le projet. Ok. Ok, merci. Et alors, quand on est freelance, on a la joie de vivre de son activité, de sa passion, et puis il y a aussi des à côté. Il y a une partie administrative à gérer, et puis il y a gérer sa visibilité. Pour donner une idée, est-ce que tu as une idée du temps que ça te prend en proportion? Pas spécialement. Pas spécialement. J'ai du mal à mettre des pourcentages et dire, mais aussi parce qu'il y a des phases. C'est pas un truc, voilà, tous les jours, il y a tel pourcentage de temps, tel pourcentage de temps. Il y a des phases où je fais que créer, comme ça a été le cas là en début d'année, parce que je voulais vraiment sortir le tome 3 sur les émotions, donc j'avais mis ça en priorité. Et puis après, dans le quotidien au fil des mois, je sais que je consacre, je pense, une demi-journée à ma compta. Après, il y a les factures à faire, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu automatisé. Enfin, en tout cas, j'ai des factures types, donc du coup, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Il y a les déclarations à faire, donc c'est toujours un peu chiant. C'est toujours un peu chiant, mais voilà, j'y consacre une journée par an pour les déclarations d'artistes. Et puis, pour ma société, quelques jours, peut-être, ça dépend s'il y a beaucoup de points en suspension que mon comptable me demande ou pas. Donc à ce moment-là, il y a des moments en fait où je fais ça. Je sais qu'il y a une partie de mon activité qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'est la gestion de ma boutique. Parce qu'en fait, j'ai créé une boutique en ligne pour vendre mes propres livres, éditer et vendre mes propres livres, co-éditer. Et du coup, au début, je mettais moi-même les BD dans les enveloppes avant de les apporter à la poste. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. J'ai fini par trouver quelqu'un
pour m'aider à faire ça. Donc, ça a redégagé du temps. Et il me restait toute la partie service après-vente. Je n'ai pas reçu ma commande est arrivée endommagée. Je n'arrive pas à rentrer mon adresse. Ah, j'ai fait une erreur. Est-ce que machin. Et voilà. Et aussi les bugs sur la boutique. Au fur et à mesure, il y a des mises à jour à faire, des choses comme ça. Et tout ça, ça me prenait beaucoup de temps. À un moment donné, c'était vraiment. Je m'en suis occupée pendant 3 ans. Et à un moment donné, je voyais que je pouvais vraiment plus, si je voulais continuer à pouvoir dessiner, parce que ça pouvait me prendre, je sais pas, 2 heures, 3 heures dans la journée. Mais du coup, ça me coupait vraiment de ma créativité. C'était vraiment un mode qui était incompatible avec la créativité. Et du coup, là, depuis 1 an, en fait, j'ai mon mari qui a repris ça. Ok. Donc, c'est lui qui s'occupe de la SAV, de la maintenance, d'optimiser, de plein de relations et tout ça. Du coup, ça me redégage du temps. Donc, voilà, c'est pas fixe en fait. C'est vraiment toujours en évolution selon ce que j'ai besoin de vivre, selon voilà, je dégage du temps quand j'en ai besoin. Et pour ta visibilité, je sais que tu vas pas la chercher, mais n'empêche qu'elle est là. Est-ce que tu aurais des astuces à donner aux artistes en herbe qui aimeraient se faire connaître? Alors, il y a des astuces techniques, il y en a pas mal en fait, qui est d'avoir un compte Instagram, de mettre des hashtags, voilà. Il y a des choses très très classiques où il y a d'autres choses qui existent que j'ai pas forcément beaucoup utilisées, comme de faire des posts à plusieurs pour pouvoir voilà, faire des liens entre les blogs, des choses comme ça. Et c'est pas forcément des choses, enfin je l'ai fait une fois, mais c'est pas forcément des choses que j'ai utilisées. Moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est euh, vraiment faire des choses qui viennent des tripes en fait. Et après, c'est comme si c'était ça qui irradiait et Ouais, qui faisait que ça attirait les gens. Ouais, clairement. Ah, mais là-dessus, je pense qu'on va y revenir, on y revient, mais je pense vraiment que c'est la clé. Et en termes de, alors c'est vrai c'est une sacrée interview. On s'était dit que ça prendrait du temps. Et tu vas commencer à avoir faim. Non, ça va. Et on va finir mais sur les perspectives. Tu contribues au magazine Kaizen. Donc là, on est complètement dans l'essence de du lien développement personnel et illustration. Moi, j'ai adoré celui sur la quantique. Et puis c'était tellement bien vulgarisé, enfin la quantique, hein, donc le concept, c'est pas le concept le plus abordable. Est-ce que tu peux en très court nous dire comment est née cette collaboration et si elle va se poursuivre? En fait, c'était assez simple. Ça s'est fait de façon très naturelle parce que mon éditeur, donc pour Pensée Édition, connaît les gens de Kaizen. Et du coup, ils leur ont fait connaître mes bandes dessinées. Donc, eux, ils ont beaucoup apprécié les bandes dessinées. Au début, ils ont demandé si c'était possible de reprendre certains extraits de bandes dessinées pour les mettre en ligne. Et puis, à un moment donné, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une bande dessinée par mois pour Kaizen en ligne, du coup. Et puis, du coup, ils ont pensé à moi pour ce spécial soir série sur la quantique, qui s'appelle Le Souffle Quantique, où du coup, j'ai 5 BD dedans pour vulgariser certains concepts quantiques. Ouais, c'est super abordable, hein. C'est vraiment, on en ressort avec la quintessence. Merci. Après, les scientifiques purs et durs peuvent toujours me critiquer en me disant que j'y connais rien, mais en tout cas, j'explique ce que moi je comprends. Ensuite, en fait, Kaizen m'avait proposé de faire une BD sur chaque série de magazines. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, là. Donc, c'était un bimestriel.
Et puis finalement, c'est moi qui ai arrêté en fait parce que j'arrivais plus à suivre entre mes formations, le fait que je faisais des accompagnements, des conférences et le fait que je voulais sortir ma BD. Ça me faisait trop. Et puis et je voyais que je me mettais de la pression pour pondre quelque chose de nouveau alors que ben j'avais quelque chose qui était mûr, qui demandait à naître. Et du coup voilà, du coup j'ai arrêté ça. D'accord. Donc tu vas être bien prise. Tu l'as dit, tu es enceinte, donc il y a quelques des occupations merveilleuses qui arrivent. Euh, Est-ce que tu as déjà, alors, il y a le tome 4 d'émotions, enquête et mode d'emploi qui est en cours, et c'est déjà un beau projet. Est-ce qu'il y en a, est-ce que tu en as d'autres à nous partager? D'autres projets, ou pour l'instant déjà celui-là c'est déjà costaud? Je pense que celui-là, c'est déjà costaud. En même temps, je vois que j'ai des envies et d'autres choses, mais je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire. Euh, j'ai commencé à proposer des méditations guidées. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années, des années. Et puis, j'ai eu de bons retours. Du coup, c'est peut-être un axe aussi que je vais développer. Par le dessin? Pour du coup, ça va pas forcément être par le dessin. Quoique j'avais eu une idée, en fait, de méditation à la fois. Ah oui, des mandalas. Oui, bah, ça faisait partie des choses que j'avais fait à un moment donné. Tiens. Mais ouais, effectivement, ça fait partie des choses que je pourrais proposer. Il y a tellement de trucs. Il y a aussi, je sais que sur la thématique des relations et des relations de couple, que plus précisément, j'avais envie de faire quelque chose. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Enfin, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Peut-être une formation en ligne avec des vidéos qui mêleraient des dessins, des choses comme ça. Euh, mais c'est pas tout à fait mûr non plus. Donc, il y a plein de choses. Ah oui, il y a aussi les éco-villages. J'ai ressenti vraiment un appel à visiter des éco-villages, à voir des modes de vie alternatifs, m'y plonger, comprendre et puis peut-être repartager quelque chose à partir de ça. Il y a aussi cette branche-là, en fait, qui m'intéressait beaucoup. Déjà, il y a longtemps, mais qui est revenue beaucoup ces temps-ci. Et je ne sais pas, on va voir. On va voir comment ça se goupille. Bah, super. Merci beaucoup, Armella. Ben, on l'a compris, le flow est important, et se laisser guider par ce qui vient et pas trop se mettre de pression sur les attendus, la façon dont on s'imagine que les autres voudraient voir notre travail. Je trouve que bah, là, dans toute l'interview, c'est cohérent, et tu nous as expliqué ta vision, à savoir aussi de se laisser le temps. Tu parles beaucoup de métaphores avec la cellule, et tu disais je crois que c'est dans le TEDx, qu'une cellule, elle a juste à être. Et je trouve ça vraiment Mhm. chouette de se dire que, au final, c'est peut-être le dessin que vous avez dans votre besace comme zone de génie, c'est peut-être autre chose. Et quelles que soient nos appétences, il y a toujours quelque chose à en faire. C'est une pépite, et elle va forcément se développer. Donc, aux dessinateurs, ne lâchez rien, persévérez. Et même si vous ne voyez rien sortir au début, vous voyez, ça finit par sortir, et à faire une belle récolte à partir du moment où vous êtes focus, et vous persévérez. Et vraiment, cette métaphore de la cellule, je la trouve géniale, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans un paradigme où on se dit qu'il faut faire pour avoir et enfin être. Je vais faire ça, comme ça je pourrais avoir ça, et enfin, à la fin, je serai. Et le paradigme de la cellule, il inverse totalement ça. Et au final, bah, ayez de la joie, donc juste être, faire ce qui nous fait plaisir, et puis la récolte, elle se fera, donc avoir en dernier. Et j'aime bien cette inversion. Je trouve que ton parcours l'illustre bien. Merci. Merci beaucoup pour ce temps et puis de m'avoir invité et donné l'occasion de parler d'une de mes grandes passions, le dessin. Bah ouais, le double axe, mais je suis sûre que ça aura apporté beaucoup aux dessinateurs et à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis bonne route à tous les dessinateurs. Oui, vas-y.
J'ai un dernier truc qui me vient. Je sais que ça fait une vidéo un peu longue, mais du coup, en t'entendant, je me suis rendu compte que j'ai pas répondu sur des outils pour le dessin en particulier, pour aider les dessinateurs en particulier. Et là, j'ai vraiment un livre que je conseille à tout le monde. C'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est le livre qui m'a qui m'a permis de remonter la pente après mon burn-out. Et il y a plein de l'angoisse de la page blanche et puis surtout se nourrir. Et elle donne plein d'exercices très rigolos, très amusants pour ça, pour nourrir ce terreau intérieur, pour prendre soin de notre artiste enfant. Et c'est hyper amusant à faire et vraiment, voilà, je peux le conseiller. Ah, super. Merci beaucoup. Ouais, chouette. Je vais, je vais m'empresser d'aller voir ça. Merci beaucoup, Armella. Et au revoir à tous. À bientôt.